Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. 3 jours pour faire l'état des lieux de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali. Le débat est ouvert à la faveur des États généraux. Sur la table des mots du secteur et des solutions à envisager, le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux. Une date, une mesure, le 1er mars 2025, aucun véhicule hors norme ne sera admis sur les voies publiques. Une décision du ministère en charge des Transports est motivée par des sujets de poids lourds qui pèsent lourd sur nos routes. Dans le viseur également des autorités, les fraudeurs pour la vente des biens 2025 des engins à 2 ou 3 euros, la mairie du district prend de nouvelles dispositions pour sécuriser l'opération. De quoi s'agit-il? On vous explique dans cette édition. Le Mali judiciaire en 2024, c'est une série de faits marquant notamment l'adoption d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale. Retour sur ces deux textes majeurs sous la plume de Garibou Pérou. Le calme revient au Tchad après une soirée mouvementée. Des tirs nourris ont été entendus hier dans le centre de la capitale près de la présidence. Le gouvernement écarte la piste terroriste. La justice est saisie de l'affaire et une enquête est ouverte. Le Sénégal veut assainir le paysage politique et compte 348 partis. Toutes les formations hors la loi seront supprimées selon le gouvernement. Au menu de la page sport, la fin de la 6e journée du championnat national de football Ligue 1 et la leçon du sport qui porte sur la faute disqualifiante en basketball. C'est tout pour les titres. L'actualité du jour au Mali, c'est l'ouverture ce matin à Bamako des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. 3 jours pour faire un toilettage complet des maux qui minent le secteur et 10 proposés de thérapie de choc. C'est l'exercice que s'assignent les acteurs de la culture venus de l'ensemble du pays. Le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a ouvert les travaux avec un rappel de l'importance de la culture dans notre pays. C'est ce que nous dit Mamari Kone. Année 2025 décrétée année de la culture au Mali. Au lendemain de cette décision présidentielle lors du discours du Nouvel An, les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme se retrouvent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Une opportunité pour repenser et réorganiser les 3 secteurs. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le président a voulu inculquer une culture de Mali-Croix. Il nous a instruit, avant le Mali-Croix, il faut le Mali-Croix. D'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments pour asseoir le nouveau Mali. La tenue de ces États généraux matérialise la vision du président de la transition, parrain de l'activité, de faire de la culture le socle du nouveau Mali. Journal de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Initiative présidentielle qui met fin à l'accent sur la revitalisation culturelle de nos terroirs, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi que la promotion accrue des talents de nos artistes. Il s'agit de faire de la culture un pilier central de l'édification des Mali nouveaux, en inculquant les valeurs cardinales maliennes à notre jeunesse. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. Ces assises visent à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique de notre pays et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle décennale. La rencontre de 3 jours devrait proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Face aux défis contemporains, les traditions culturelles du Sahel continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des habitants de notre région. C'est en synergie avec nos partenaires de l'AES que nous ferons le Mali-Croix fort, prospère et résilient. Sur la base du bilan et des analyses transversales, les 150 participants de Bamako et de l'intérieur du pays seront répartis au sein de 12 groupes de travail. Ils réfléchiront sur des thématiques comme le financement et l'accès au marché,
le cinéma et l'audiovisuel, les arts visuels, le tourisme et l'industrie hôtelière, la gouvernance et l'artisanat, entre autres. Oui, les travaux de ces états généraux se poursuivent donc au Centre international de conférence de Bamako. Nous restons sur place pour parler de la coopération. Pas de nuages dans les relations entre le Mali, le Venezuela et le Japon. 3 pays séparés par la géographie mais liés par le développement. Une évidence rappelée par les ambassadeurs vénézuéliens et japonais reçus hier par le président du Conseil national de transition. Avec le général Maliki Diaw, les 2 diplomates ont parlé de la coopération bilatérale et la nécessité de donner plus de poids à l'axe Bamako, Tokyo, Caracas. La TDR des échanges dans ce compte rendu signé est Tamsir Djabati. Au cours de cette audience, il a été surtout question de renforcer les relations de travail entre les 2 parlements, celui du Venezuela et du Mali, afin de conforter les dites institutions parlementaires. Elio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Nous avons de bonnes relations avec la République du Mali. C'est une relation de gouvernement à gouvernement. Ils sont très intéressés de construire la relation interinstitutionnelle, le Parlement du Mali et le Parlement du Venezuela. De construire des relations très flexibles, très amiables. Et cette réunion, c'est pour renforcer aussi la coopération et la relation interparlementaire. Dans le carnet d'audience du président du Conseil national de transition s'affiche celle de l'ambassadeur du pays du soleil levant, le Japon, à travers son ambassadeur Murata Yugo. Le Japon est toujours un ami du Mali, toujours accompagné du Mali qui essaye de faire la fondation pour avoir le Malikula. Le plus important, c'est l'appropriation. Le Japon aussi, il y a 150 ans, le Japon a décidé de se développer, industrialiser, moderniser. Mais les Japonais ne pouvaient pas assumer ou mettre en œuvre de la décision. C'est pour cela que le Japon a fait venir beaucoup de conseillers étrangers en payant très cher. Et en même temps, le Japon formait des jeunes au Japon ou à l'étranger. Et au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, ils sont revenus au Japon et ils ont remplacé des conseillers étrangers. À l'issue de cette audience, les 2 personnalités se sont offerts des cadeaux de nouvel an, des actes qui annoncent des perspectives nouvelles en matière de coopération interparlementaire entre le Mali et le Japon. Les poids lourds pèsent lourd sur nos routes et causent d'énormes dégâts du fait du non-respect de la réglementation en la matière. Le ministère en charge des Transports entend désormais sévir. Avant la phase du bâton, il lance une campagne de sensibilisation de 3 mois des transporteurs. Après ce délai, aucun véhicule hors norme ne sera admis sur les voies publiques, assure le département de tutelle. Il a rencontré hier l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine pour un récit d'explication. Les témoins et notre reporter Ali Matina. Dans notre pays, il est constaté que la surcharge des gros porteurs est l'une des principales causes de dégradation de notre réseau routier. Et pourtant, le gabarit, le poids et la charge à l'essieu sont encadrés par la réglementation de l'UEMOA en vigueur. Pour faire face à ces phénomènes, alors que l'État consent d'énormes efforts pour l'entretien et la construction des routes, le ministère des Transports et des Infrastructures décide de prendre le problème à bras-le-corps. D'où cette rencontre avec l'ensemble des acteurs du secteur routier. Mamadou Sow, directeur général des transports. Cette réunion d'échange visait à parler de la problématique de la circulation des véhicules gros porteurs qui sont hors normes, hors gabarit. Pourquoi les gens procèdent à faire des fabrications locales, en rallongeant la longueur des véhicules, en élargissant la largeur, c'est pour faire une surcharge. Le port de chargement à la destination Mali, le réseau routier national est soumis à une rude épreuve. Ça ne peut pas continuer. L'État investit des centaines de milliards tous les ans pour de nouvelles constructions et pour l'entretien routier. Heureusement, aujourd'hui, à la rencontre, tous les acteurs concernés ont pris conscience de cela, savent que les choses doivent changer. Mohamed Oularé, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il faut bien sensibiliser les transporteurs, tous les acteurs qui sont sur la route. Ensuite, prévenir des sanctions. Tous ceux qui ne vont pas se mettre en norme, les sanctionner sévèrement. Draman Traoré, représentant du Conseil malien des transporteurs routiers. Cette réunion d'échange, c'est une très bonne chose. Ça fait bientôt 4 ans, 5 ans. On a demandé à l'État pour que vraiment on a vu des choses, des pratiques. Vraiment, ça n'arrange pas les transporteurs, ça n'arrange non plus les gouvernements. Les hors-gabarits, les véhicules, parce qu'on a vu les véhicules qui sont construits à 19 mètres de longueur,
Largeur, 3 mètres, ça n'existe pas du tout. Sensibiliser les transporteurs pour que vraiment on puisse quitter vraiment dans ces pratiques-là. En attendant que l'État ne prenne ses responsabilités, l'accent sera mis d'abord sur la sensibilisation pendant 3 mois. Mamadou Sow, directeur général des transports. Quand le délai va arriver, le délai fixé par l'administration au bout de 3 mois, tous les véhicules hors normes, hors gabarit, ne seront plus autorisés à circuler sur les routes du Mali. Que ce soit des véhicules maliens, que ce soit des véhicules étrangers. Nous ne pouvons plus supporter cela. Nous allons au niveau des péages, au niveau des ports de sortie, ériger des portiques de contrôle. Nous n'allons pas transiger là-dessus. Aucun véhicule ne sera chargé au niveau des entrepôts, au niveau des ports, parce que nous travaillons en synergie avec les acteurs portuaires pour sauvegarder nos routes et pour que nos routes soient beaucoup plus sécurisées. Désormais, l'État, à travers le département des transports et des infrastructures, est déterminé à lutter contre le fléau afin de préserver nos routes construites à coût des milliards. Oui, des routes construites à coût des milliards. D'autres milliards sont également détournés du fait de la fraude. Face à ces phénomènes, la mairie du district de Bamako lance une chasse aux fraudeurs des vignettes 2025. Des engins à 2 ou 3 roues dont la vente a débuté le 7 janvier dernier et prendra fin le 31 mars prochain. Pour mieux sécuriser l'opération, de nouvelles dispositions sont prises et le contrôle commencera dès l'expiration du délai prévu. Notre reporter Awa Adama Koulibaly a fait un tour en ville. Suivons ensemble son constat. La cour de la mairie du district est bondée de monde ce 8 janvier 2024. Un long fil traverse la cour jusqu'aux 6 guichets de paiement. Depuis la mise en circulation de la notification ayant trait à la disponibilité de la vignette 2025, les propriétaires d'engins à 2 roues ont pris d'assaut la mairie du district. Munis des anciennes vignettes ou du papier d'achat de moto, les usagers s'acquittent de leurs devoirs citoyens comme Fodé Sangaré et Djakaridja Djara. Je circule à moto depuis 2011. Chaque année, je viens prendre ma vignette et ça doit être le cas pour tout bon citoyen. C'est notre contribution au développement du pays. Si chaque citoyen s'acquitte de ses devoirs, c'est à l'avantage du pays. Nous sommes là pour renflouer la caisse de l'État afin qu'il puisse travailler. Avec plus de 6000 vignettes vendues le premier jour, la délégation spéciale espère un progrès dans les statistiques. Malgré l'engouement devant les guichets, le retrait des vignettes ne dépasse pas les 500 000 cartes par an. Nous dit Aguiza Souledéini Maïga, receveur-percepteur de la mairie du district de Bamako. Quand on voit la circulation, vous avez plus d'1 million d'engins à 2 roues qui circulent, mais nous sommes quand même dans la fourchette d'à peu près 500 000 motos, différentes catégories. Nous comptons améliorer ces statistiques avec nos contrôles. Les taxes annuelles sur les engins à 2 roues sont intactes. 1 500 pour les vélos, 3 000 pour les motos, les petites motos qu'on n'a pas tellement dans la circulation aujourd'hui, qu'on appelait Kamiko et BBRS auparavant, 6 000 francs qui marchent beaucoup, qui sont les motos Jakarta, au-delà de 125 cm3, donc c'est 12 000 francs. Pour la fiabilité et la sécurité des vignettes et des propriétaires d'engins, un nouveau dispositif est en place. Il n'a qu'un seul but, prévenir toute probable fraude. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Nous avons mis en place une application qui permet de faire le suivi au quotidien, à la minute près, en temps réel, des vignettes. Ensuite, ceux qui font la vente au niveau des guichets, il y a 6 guichets, et nous envisageons même d'aller jusqu'à 10 guichets. Ils seront suivis par des caméras. Les vignettes sont infalsifiables. Pour la vente de cette année, il fallait quand même former. C'est cette innovation qui retarde l'ouverture des 3 guichets supplémentaires dans les communes 2, 4 et 6. Les contribuables ont 3 mois pour se munir des vignettes. Passé ce délai, ils s'exposent à une pénalité de 100% du tarif normal. Nous ouvrons l'actualité internationale par le Tchad, où des tirs nourris ont été entendus hier soir dans le centre de N'Djamena, la capitale, près de la présidence. Le gouvernement écarte la piste terroriste. Selon son porte-parole, 19 personnes sont mortes, dont 18 assaillants. Il s'agit de jeunes qui viennent d'un quartier de N'Djamena et qui sont issus d'une communauté tchadienne, a affirmé Abdrahman Koulamala. La justice s'est saisie de l'affaire et une enquête est ouverte. Le procureur de la République doit prendre la parole, si ce n'est déjà fait, pour apporter des explications supplémentaires. Au Sénégal, l'exécutif
objectif veut rationaliser le paysage politique. Il s'agit de la suppression de tous les partis qui ne respectent pas la loi de 1989 qui régit leur fonctionnement. C'est l'explosion du nombre de partis politiques, 348, qui pousse désormais l'exécutif à se saisir du dossier. Lors de ses vœux de nouvel an, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en cause l'application trop laxiste des textes en vigueur pour expliquer la fragmentation excessive du paysage politique, selon ses propres termes. En Côte d'Ivoire, Patrick Achi signe son retour en politique après son éviction de la primature en 2023. L'ancien Premier ministre a été nommé mardi par décret présidentiel, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence. Selon certains observateurs, sa nomination répond à des besoins électoralistes. Le Ghana suspend ses liens diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique, un État non reconnu par une large partie de la communauté internationale qui se dispute avec le Maroc la souveraineté sur le Sahara occidental. Une information rendue publique hier par le Royaume du Maroc et confirmée par un communiqué du ministère ghanéen des Affaires étrangères. En RDC, l'armée reprend le chef-lieu du territoire de Massissi au M23 dans le nord Kivu. La ville clé était tombée entre les mains du mouvement rebelle le week-end dernier, contre lequel l'armée annonce une contre-offensive et la reprise de l'agglomération de Ngungu, axe important dans le territoire de Massissi. Au Cameroun, le syndicat des enseignants du supérieur observe une grève depuis lundi. Elle est étendue aux 11 universités publiques et contre le pays. Au cœur des revendications des grévistes, le paiement des diverses primes de recherche et des allocations octroyées depuis 2009. Le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît des retards dans le paiement de ces primes, mais dû, selon lui, au traitement administratif des dossiers. Enfin, présidentiel au Liban, le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, a obtenu 71 voix au premier tour du scrutin tenu ce jeudi au Parlement. Il avait besoin de 86 voix pour être élu. La séance devrait reprendre à 12h TU après une suspension. Les 128 députés sont divisés entre ceux qui soutiennent les chefs de l'armée et ceux qui sont favorables au camp du Hezbollah pro-iranien. Le Mali dispose d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale. Les deux textes ont été promulgués par le président de la transition le 13 décembre 2024. Parmi les innovations, la criminalisation de la traite des personnes, la suppression des cours d'assises, l'institution du juge de l'application des peines. Ces nouveaux codes, une fois appliqués, doivent favoriser l'accès de la population à une justice équitable. Ce sont là quelques acquis du département en charge de la justice que nous détaille Garibou Pérou dans la rétrospective de 2024. Promulgués par le président de la transition, le Code pénal et le Code de procédure pénale sont deux documents d'importance capitale pour le rayonnement de la justice. Si l'un catalogue l'ensemble des infractions prévues et punies, l'autre trace les voies à suivre pour mettre en œuvre les dispositions comportant les sanctions pénales. Il s'agit en clair de définir comment les enquêtes sont menées, comment les poursuites sont engagées, comment les dossiers sont instruits, comment se déroule le jugement et les voies de recours qui peuvent être exercées. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le code pénal, c'est le droit substantiel qui pose les incriminations, les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Quant au code de procédure pénale, il détermine la manière dont ces infractions doivent être jugées et après le jugement, comment la peine doit être appliquée, quelles sont les voies de recours qui peuvent être utilisées. Docteur Suleiman D, président de la commission loi CNT. Pour une fois, c'est des Maliens qui ont examiné ces textes, c'est des Maliens qui ont voté ces textes en se référant sur la profonde aspiration du peuple malien à donner un visage nouveau à notre justice. Troisième du genre de l'indépendance à aujourd'hui, le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur passent de simple au double. Mangal Traoré, magistrat. C'est au total 1373 articles. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour l'intérêt des praticiens du droit, le nouveau code il va comporter deux grandes parties essentiellement. Ce qu'on appelle la partie législative, où vous avez tous les articles qui sont à l'intérieur du code, et ce qu'on appelle la partie réglementaire, donc qui va prendre en charge l'ensemble des décrets d'application. Christian Idrissa Diassana, magistrat à la retraite. De mémoire de Maliens, on n'a pas vu encore une telle refonte des textes pénaux. Avant, on procédait à la numération chronologique. Mais cette fois-ci, on a choisi une numérotation analytique. C'est-à-dire que les numéros des articles font tout de suite référence au plan du code. Cela permet de ne plus faire de relecture. Quand les changements interviennent, au lieu de faire un nouveau code pénal, il suffit de changer les articles correspondants sans avoir à chambouler l'architecture générale du code.
partie législative et réglementaire, le ministère est passé par toutes les étapes nécessaires pour aboutir à ces résultats tangibles. Le code pénal et le code de procédure pénale donnent aux acteurs de la justice une série de centres d'intérêt en termes de réforme et d'innovation. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons l'introduction de beaucoup d'infractions qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé de définition dans le code pénal, notamment l'esclavage par ascendance. Des infractions aussi basées sur le genre, la traite des personnes et d'autres infractions assimilées ont pu avoir une assise légale confortable dans les nouveaux codes pénals. Il faut dire aussi que nous avons eu l'occasion de prendre en charge la situation des repentis pour ce qui concerne les gens qui ont appartenu à des groupes armés et qui n'ont pas les mains tachées de sang. Nous avons aussi les bracelets électroniques, donc les moyens électroniques de contrôle qui permettent d'être un palliatif à l'emprisonnement. S'agissant du code de procédure pénale, il faut dire qu'une des innovations majeures, c'est la suppression des cours d'assises. Une autre innovation majeure, c'est l'instauration du collège de la liberté et des détentions. Et une autre particularité qui est très importante, c'est la future brigade des mines qui sera mise en place pour traquer tous ceux qui sont dans l'exploitation illicite des substances minérales. Il faut dire que par rapport au dossier de corruption, il a été décidé que lorsque ça atteint le seuil criminel, les infractions sont imprescriptibles. Dr Suleiman D, président de la commission loi CNT. Lorsque un prévenu est placé sous mandat de dépôt, passé le délai légal de détention, le régisseur de la prison est tenu de présenter le prévenu au président du tribunal qui prend immédiatement une ordonnance de mise en liberté. Magal Traoré, magistrat. Dans ce code-là, il a été prévu que sa mise en œuvre se fera 6 mois après sa promulgation. Riche en contenu, le nouveau code pénal et le code de procédure pénale ont été promulgués précisément le 13 décembre 2024. Avec ces deux ouvrages générationnels, c'est seul désormais le poids de la vérité qui peut incliner la balance de la justice. Au menu de la page sport, la fin de la 6e journée du championnat national de football Ligue 1 et la leçon du sport qui porte sur la faute disqualifiante en basketball. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1 professionnel, il est question de la 6e journée. L'AS Bakardjan de Baraouli a battu l'AS Police par 2-1. C'est la première victoire du nouvel entraîneur de l'AS Bakardjan de Baraouli, Soumaïla Koulibaly. Le derby de la Ligue de Koulikoro a tourné à l'avantage de l'US Bougouba 5-2 devant les Étoiles du Mandi. En ce qui concerne les autres résultats déjà enregistrés, le FC Diarra et Afrique Football Elite ont fait match nul 0 but partout. L'AS Real de Bamako a enregistré sa première victoire de la saison en dominant l'US Bougouni par 3-0. Les 11 créateurs de Nyarela ont été battus par l'USFAS 1-3. Le Binga FC a dominé l'ASCO par 2-1. Et le derby malien qui devrait opposer le Stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club pour terminer cette 6e journée a été reporté en raison des matchs de compétitions africaines de clubs. Toujours football, cette fois-ci en Espagne, la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne a tourné à l'avantage du FC Barcelone. À la cité sportive du roi Abdallah de Jeddah en Arabie Saoudite, face à Athletic Bilbao, vainqueur de la Coupe d'Espagne. Le vice-champion du FC Barcelone l'emporte par 2-0 cette première demi-finale de la Supercoupe. Pour rappel, les deux équipes se sont déjà rencontrées 216 fois. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par le FC Barcelone 2-1. C'était le samedi 24 août 2024 en Liga à l'occasion de la deuxième journée. La deuxième demi-finale se joue ce soir, toujours à la cité sportive au roi Abdallah de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce sera à partir de 19h GMT. Elle mettra aux prises les Real Madrid, champions d'Espagne en titre, et Mallorca, finaliste de la Coupe d'Espagne. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action anti-sport flagrante des joueurs de champ, des remplaçants ou autres acteurs sur le banc d'une équipe. Dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans le vestiaire. En cas de rapport de l'arbitre, la sanction peut être assez grave.
Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Barrego Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. C'est le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Barrego Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut s'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, l'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. On s'arrête là pour cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Badji Touré et au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Dao qui m'a aidé à la préparer. Astan Tangara s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.